Je suis écrivain. Pas un romancier ou un poète, non, je ne m'abaisse pas à ces fioritures. Moi, je me spécialise dans le démystification des absurdités que les gens appellent paranormales. Fantômes, possessions, hôtels hantés. Tout cela, pour moi, n'est que du folklore moderne, un mélange de superstition et de crédulité collective. Alors, quand j'ai reçu un email m'invitant à passer une nuit dans le tristement célèbre chambre 1408 de l'hôtel Bellevue, j'ai ri. L'expéditeur, un certain monsieur Pradel, prétendait que personne n'était jamais ressorti indemne de cette pièce. C'est un lieu maudit, écrivait-il, un endroit où la réalité se déforme et où les esprits tourmentés se manifestent. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre avec une pointe de sarcasme. J'espère que votre chambre inclut le petit déjeuner, car le paranormal, lui, n'existe pas. Le jour venu, je me suis présenté à la réception. L'hôtel Bellevue n'avait rien d'extraordinaire. Une façade légèrement délabrée, des moquettes usées et une odeur vague de renfermé. Le genre d'endroit où les histoires de fantômes naissent simplement parce qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant à raconter. Le réceptionniste, un homme maigre aux cheveux grisonnants, a blêmi lorsque j'ai demandé la clé de la chambre 1408. « Vous êtes sûr, monsieur ?» a-t-il murmuré. « Peut-être préféreriez-vous une autre chambre ? Nous avons une suite avec vue sur la rivière. »« La 1408, s'il vous plaît, » ai-je insisté. Quelques minutes plus tard, le directeur de l'hôtel est apparu, visiblement alarmé. Il a tenté de me dissuader, évoquant des accidents, des clients pris de folie. Mais c'est lorsqu'il a baissé la voix pour chuchoter que j'ai senti une once de sincérité dans sa peur. « Monsieur, je vous en supplie, ne restez pas là-dedans. Cette chambre, elle est maléfique. » Je l'ai interrompu d'un geste de la main. « Écoutez, je fais ça depuis 10 ans. Il n'y a rien dans cette chambre qui puisse me faire peur. Si vous avez terminé vos mises en garde, j'aimerais monter. » Il m'a remis la clé, une clé métallique, lourde, comme celle des vieux hôtels d'un autre siècle. En gravissant les marches, j'ai ressenti un léger frisson. Pas de peur, bien sûr, mais une certaine excitation. La chambre 1408 allait devenir une autre légende que je démolirais dans mon prochain livre. En entrant dans la chambre 1408, ma première impression a été la déception. Elle était banale, presque fade. Les murs étaient recouverts d'un papier peint jauni à motifs floraux démodés, le genre qu'on pourrait trouver dans la maison de campagne d'un grand-parent. Une vieille lampe de chevet jetait une lumière chaude mais vacillante, et un lit à l'allure inconfortable occupait le centre de la pièce. Aucun signe de malédiction ou de présence surnaturelle. Je me suis assis sur le fauteuil près de la fenêtre, sortant mon carnet de notes. J'avais prévu de documenter chaque détail de la nuit pour illustrer l'absurdité des croyances populaires. À ce moment-là, tout était calme, à l'exception d'un léger bourdonnement, probablement un vieux système de ventilation quelque part dans l'hôtel. Je notais, première impression, une pièce parfaitement ordinaire. Rien d'effrayant, à part peut-être le goût douteux en décoration. Puis, quelque chose a attiré mon attention. Une horloge murale, accrochée au-dessus de la porte, faisait entendre un tic-tac régulier. Pourtant, à bien y regarder, les aiguilles ne bougeaient pas. Intrigué, je me suis levé pour l'examiner. Elle semblait fonctionnelle, mais figée à 20h37. Je notais cette bizarrerie, en souriant à l'idée d'une coïncidence anodine. Alors que je retournais m'asseoir, un autre bruit s'est manifesté. Des pas, lents et lourds, venant du couloir. J'ai attendu qu'ils s'approchent, mais ils se sont arrêtés brusquement, juste derrière ma porte. Je me suis levé, curieux, et j'ai regardé par le Judas. Rien. Le couloir était vide. En soupirant, j'ai attribué cela à l'épaisse moquette qui absorbait le son des pas. Effet acoustique normal, ai-je murmuré pour moi-même. Pourtant, une part de moi, minuscule mais persistante, commençait à sentir une tension étrange dans l'air. Reprenant ma place, j'ai ouvert mon ordinateur pour commencer à rédiger un brouillon. Mais dès que j'ai posé mes doigts sur le clavier, la lampe de chevet a vacillé. Une fois, puis deux. La lumière s'est éteinte pendant une fraction de seconde avant de revenir, légèrement plus faible. C'est alors que je l'ai entendu. Un murmure, faible, presque inaudible, comme s'il venait de l'intérieur des murs. Je me suis figé, tendant l'oreille. Disait-il, ou peut-être n'était-ce qu'un souffle d'air. Un frisson a parcouru ma nuque. Je me suis levé pour vérifier le thermostat, persuadé que le froid soudain n'était qu'un problème technique.
Mais lorsque je me suis retourné, j'ai vu que la chaise où j'étais assis était tournée, légèrement déplacée. Je me suis approché lentement, une boule se formant dans mon estomac. Et sur mon carnet, là où j'avais noté quelques réflexions moqueuses, une nouvelle phrase était apparue, écrite avec une encre rouge sombre qui n'était pas la mienne. Tu n'aurais pas dû venir. Le murmure dans les murs était devenu constant, une sorte de basse fréquence qui semblait résonner jusque dans mes os. Chaque fibre de mon être me criait de quitter cette chambre, mais mon orgueil me retenait. Après tout, c'était précisément pour ces phénomènes que j'étais là, non? Pour prouver leur absurdité. Je m'approchai du carnet, les mains tremblantes malgré moi. Les mots écrits en rouge avaient disparu. La page était vierge, comme si rien ne s'était jamais passé. Mon cœur battait à tout rompre, mais je refusais de céder à la panique. C'est ton esprit qui te joue des tours, murmurai-je à haute voix, comme pour me convaincre. Je retournai à mon fauteuil, mais cette fois, le simple acte de m'asseoir me parut insurmontable. La pièce semblait vivante. Les ombres projetées par la lampe dansaient sur les murs, leurs contours flous prenant des formes presque humaines. Chaque tic-tac de l'horloge figée résonnait plus fort dans ma tête, bien que l'horloge elle-même reste immobile. C'est alors que la chambre commença à montrer son véritable visage. La tapisserie se mit à se déformer, les motifs floraux se tordant lentement pour former des visages grotesques, aux sourires tordus et aux yeux noirs comme le vide. Je frottais mes yeux, persuadé que la fatigue ou un jeu de lumière était responsable, mais quand je les rouvris, les visages étaient toujours là. Et ils semblaient me fixer. Je me levai brusquement, décidant que j'en avais assez vu. Mais lorsque je me dirigeai vers la porte, elle semblait s'éloigner, comme si le couloir s'étirait à l'infini. Chaque pas que je faisais me rapprochait et m'éloignait à la fois, un paradoxe insensé qui fit monter une terreur sourde en moi. « Ça suffit !» criai-je, frappant du poing sur la porte. Le bruit de mes coups se perdit dans un silence étouffant. Plus de murmures, plus de tic-tac, plus de son du tout. Le silence était si profond que j'entendais mon propre cœur battre, rapide et désordonné. Puis, derrière moi, un éclat de rire. Un rire sec, cassant, inhumain. Je me retournai d'un geste brusque, mais la pièce était vide. Pourtant, je savais que je n'étais plus seul. Je fis un pas en arrière, le dos plaqué contre la porte. Et c'est à ce moment-là que je la vis. Une silhouette, floue mais indéniablement présente, se dressait dans l'ombre près du lit. Elle semblait m'observer, immobile, comme si elle attendait que je fasse le premier mouvement. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix tremblante, ma façade de rationalité définitivement brisée. La silhouette inclina légèrement la tête, comme pour me répondre, mais aucune parole ne vint. À la place, elle leva un bras, lentement, et pointa vers l'horloge. Je tournai la tête pour regarder. L'horloge, jusque-là figée, avait recommencé à tourner. Mais les aiguilles allaient à l'envers, et les chiffres s'effaçaient un à un, remplacés par des symboles que je ne reconnaissais pas. Et au centre, là où il aurait dû y avoir le mécanisme, une fente s'ouvrit, dévoilant ce qui ressemblait à un œil noir, brillant et fixe. C'est à cet instant que j'ai compris que la chambre 1408 n'était pas un endroit. C'était une chose. Une conscience. Et elle me regardait. Je reculai instinctivement, mon dos toujours plaqué contre la porte qui refusait de s'ouvrir. La silhouette près du lit n'avait pas bougé, mais sa présence me comprimait la poitrine comme un poids invisible. L'air dans la pièce était devenu lourd, presque irrespirable, saturé d'une tension palpable. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurlai-je, ma voix se brisant sous l'effet de la panique. Le rire résonna à nouveau, mais cette fois, il semblait provenir de partout à la fois, comme si les murs eux-mêmes se moquaient de moi. Les visages sur la tapisserie bougeaient lentement, leurs yeux vides suivant chacun de mes mouvements. Je ne pouvais plus distinguer où finissait la réalité et où commençaient les hallucinations. Puis, un son terrible, un grattement, lent et méthodique, venant du sol. Je baissai les yeux avec appréhension et vis, à mon horreur, que le parquet se fissurait. Des lignes noires serpentaient le long des planches, dessinant des formes incompréhensibles. Chaque fissure semblait respirer, comme si quelque chose d'inconnu et de vivant se trouvait juste en dessous, cherchant à sortir. La silhouette près du lit fit enfin un pas en avant. Elle était indistincte, comme un mirage tremblant, mais je pouvais voir des détails horribles émerger de sa forme. Des bras anormalement longs, des doigts qui se terminaient en pointe,
et ce qui ressemblait à un visage déformé par une expression d'extase et de souffrance mêlée. Ce n'est pas réel, balbutiai-je, tentant de m'accrocher à la logique. Mais la chose m'entendit. Elle tourna la tête vers moi d'un mouvement saccadé, presque mécanique, comme si mes mots avaient éveillé son intérêt. Puis elle se mit à murmurer, sa voix un mélange de 1000 autres, hommes, femmes et enfants. Réalité? Tu crois encore en la réalité? Je tombai à genoux, mes jambes incapables de me soutenir. La chambre semblait rétrécir autour de moi, les murs se rapprochant lentement, le plafond s'abaissant. L'espace se déformait, mais ce qui m'effrayait le plus, c'était le sentiment écrasant que cette chose s'insinuait dans mon esprit. Des souvenirs, les miens, commencèrent à apparaître dans la pièce, projetés comme des films sur les murs. Des moments heureux, des instants d'échec, des visages aimés et oubliés. Mais dans chaque image, il y avait quelque chose qui clochait. Une ombre dans le coin, une main tendue qui n'aurait pas dû être là, des sourires qui se changeaient en grimaces. « Arrêtez !» hurlai-je, les mains plaquées contre mes oreilles. La silhouette éclata de rire à nouveau, son rire se mêlant au murmure et au grattement du sol. La pièce entière vibrait maintenant, comme si elle était sur le point d'exploser. Et au milieu de ce chaos, une seule pensée me traversa l'esprit. La chambre me connaît. Elle connaissait mes faiblesses, mes regrets, mes peurs les plus profondes. Et elle jouait avec elles, les distordant, les amplifiant, jusqu'à ce que je ne sache plus ce qui était réel ou faux. Je me jetai sur la porte, frappant et hurlant, mais elle restait obstinément fermée. La silhouette s'approchait lentement, chaque pas résonnant comme une sentence. « Tu n'aurais pas dû venir » chuchota-t-elle, sa voix emplie de mépris et de jubilation. Dans un dernier élan de désespoir, je me retournai et jetai le carnet que je tenais dans ma main. Il traversa la silhouette sans l'atteindre, mais lorsqu'il toucha le sol, tout s'arrêta. Un silence total. La chambre était à nouveau immobile. La silhouette avait disparu. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas terminé. La chambre 1408 avait pris quelque chose de moi. Et elle attendait le moment où elle pourrait le reprendre. Le silence dans la chambre 1408 était pire que le chaos. Il n'était pas apaisant, mais oppressant, comme si quelque chose retenait son souffle. La silhouette avait disparu, les murs étaient redevenus immobiles, et pourtant, je savais que je n'étais pas seul. Je me levai lentement, chaque muscle de mon corps tendu, prêt à réagir au moindre bruit. La porte semblait à nouveau normale, sa poignée brillante et fixe. Je m'approchai, hésitant, et posai ma main dessus. À ma grande surprise, elle tourna facilement. La porte s'ouvrit, et je me retrouvai dans le couloir désert de l'hôtel. Une vague de soulagement m'envahit. J'avais survécu. Peut-être que tout n'était qu'une hallucination, un mauvais rêve provoqué par l'épuisement ou un détail oublié dans ma préparation. J'avançai rapidement, décidé à quitter cet endroit maudit et à ne plus jamais y revenir. Mais alors que je m'approchais de l'ascenseur, quelque chose clochait. Les murs du couloir étaient légèrement différents, comme si leur teinte avait changé. Les numéros des chambres n'étaient pas disposés dans le bon ordre, et les ombres semblaient plus longues que de raison. Lorsque j'appuyai sur le bouton de l'ascenseur, une voix familière résonna derrière moi. « Vous partez déjà ?» Je me retournai brusquement et faillis tomber en arrière. C'était le directeur de l'hôtel, son sourire crispé toujours sur son visage. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, une absence dans ses yeux qui me glaça le sang. « Vous avez l'air agité » continua-t-il. « La chambre 1408 peut-être. Éprouvante pour certains. » Je le fixai, incapable de répondre. Ce n'était pas possible. Je venais de sortir de cette chambre, de cet enfer, alors pourquoi avais-je l'impression d'y être encore? Je reculai lentement, le dos contre les portes de l'ascenseur. Mais elles ne s'ouvrirent pas. À la place, les chiffres sur l'écran d'affichage clignotèrent, passant de l'étage actuel à un autre numéro, 1408. Le directeur éclata de rire, un rire déformé et inhumain. Autour de moi, le couloir commença à se déformer, les murs se tordant, les lumières vacillant. Les ombres devinrent des silhouettes, des formes indistinctes qui semblaient m'observer avec des yeux vides et affamés. « Vous ne comprenez toujours pas ?» murmura une voix derrière moi, la même que celle que j'avais entendue dans la chambre. Je me retournai, mais il n'y avait rien. Rien sauf le vide béant de l'ascenseur, qui semblait s'étendre à l'infini. Un gouffre noir,
prêt à m'avaler. Je hurlai, mais aucun son ne sortit. La chambre 1408 ne m'avait jamais laissé partir. Je n'étais jamais sorti. Elle m'avait piégé dans une boucle, un labyrinthe sans fin où elle jouait avec moi, détruisant lentement ce qu'il restait de ma raison. Et maintenant, je comprends. La chambre 1408 n'est pas un simple lieu. Elle est vivante. Elle se nourrit de ceux qui osent y entrer. Et moi, je suis devenu sa proie. La dernière chose que je vis avant que les ténèbres ne m'engloutissent fut l'horloge. Ses aiguilles tournaient à l'envers, et à la place des chiffres, un seul mot apparaissait, éternité. Quand j'ai accepté le poste de gardien pour l'hiver au mystérieux hôtel Overlook, je pensais avoir trouvé une opportunité idéale. Le travail semblait simple, surveiller le bâtiment pendant que la neige isolerait les montagnes, couper le chauffage dans les ailes inutilisées et effectuer quelques réparations mineures. Je me disais que ce serait parfait pour moi et ma famille. Jacques, mon mari, voulait un endroit calme pour écrire, et moi, j'espérais que cet isolement pourrait nous rapprocher après des mois de tension. Mais dès que nous avons approché l'hôtel, un frisson étrange m'a parcouru. Ce n'était pas seulement la fraîcheur de la neige qui tombait déjà à gros flocons. C'était quelque chose dans l'air, quelque chose d'invisible mais oppressant. L'Overlook était immense, bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Sa façade imposante semblait nous surveiller, ses nombreuses fenêtres sombres comme autant d'yeux froids et inhospitaliers. À l'intérieur, tout était glacé, littéralement et figurativement. Les vastes couloirs étaient plongés dans une semi-obscurité, éclairés par des lustres poussiéreux suspendus bien trop haut. Les planchers en bois craquaient sous nos pas, résonnant comme si le bâtiment lui-même écoutait. Le directeur nous a accueillis avec un sourire poli, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine distance dans ses yeux, comme s'il ne voulait pas rester ici une minute de plus. Il nous a rapidement fait visiter, mais quelque chose dans son comportement m'a dérangé. Il parlait de l'histoire de l'hôtel avec une certaine gêne, mentionnant brièvement des « incidents regrettables » survenus ici, avant de changer de sujet. Lorsque je lui ai demandé de quoi il parlait, il a seulement répondu « Vous verrez que l'Overlook a une personnalité bien à lui ». Cette phrase m'a hanté. Une personnalité? J'ai ri nerveusement, mais même Jacques a paru troublé. Malgré tout, nous avons signé le contrat et pris possession de nos quartiers. Une partie de moi voulait fuir à cet instant précis, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Je me disais que c'était juste l'appréhension d'être isolé pendant des mois. Je me trompais. Les premiers jours à l'Overlook ont été étranges, mais supportables. Le froid mordant dehors nous obligeait à rester dans les vastes pièces communes, où le silence n'était troublé que par le crépitement du feu. Jacques semblait ravi d'avoir enfin l'occasion de se consacrer à son livre, et Danny, notre fils, explorait les couloirs interminables avec une curiosité enfantine. Quant à moi, je faisais de mon mieux pour ignorer cette sensation de malaise qui ne me quittait jamais tout à fait. Puis la tempête est arrivée. Les prévisions météo parlaient de neige, bien sûr, mais rien ne nous avait préparés à ce déluge blanc qui s'abattit sur nous. En une seule nuit, la neige atteignit les fenêtres du rez-de-chaussée, bloquant toute sortie. Les lignes téléphoniques furent coupées, et le générateur de secours devint notre seule source d'énergie. Le vent hurlait autour de l'hôtel, faisant grincer les vieilles charpentes comme si elles allaient céder à tout moment. C'est à partir de ce moment que l'isolement s'est fait sentir, lourd et oppressant. Le monde extérieur n'existait plus. Aucun son, aucune lumière, aucune vie à l'extérieur des murs de l'Overlook. Et pire encore, l'hôtel semblait le savoir. Danny commença à se comporter bizarrement. Il refusait d'entrer dans certaines pièces, prétextant qu'il voyait des choses. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il m'a simplement répondu que l'hôtel n'était pas content. J'ai voulu en parler à Jacques, mais il était de plus en plus absorbé par son travail, enfermé des heures dans le bureau, griffonnant frénétiquement des pages que je n'avais jamais le droit de lire. Moi, je ressentais autre chose. Comme si l'hôtel respirait, comme s'il réagissait à notre présence. Il y avait des bruits que je ne pouvais pas expliquer. Des pas dans les couloirs déserts, des murmures étouffés quand j'étais seul dans une pièce. Une nuit, j'ai cru entendre un rire, un éclat bref et moqueur venant du hall principal. Quand je suis descendu, il n'y avait rien, seulement l'écho de mes propres pas. La tempête s'intensifiait, mais ce n'était pas seulement le froid extérieur qui nous enfermait. C'était l'hôtel lui-même, et chaque jour, il semblait se refermer un peu plus sur nous, comme un piège dont il serait impossible de s'échapper.
Les jours suivants, la situation est devenue de plus en plus étrange. Jacques, d'abord distrait mais sympathique, semblait se transformer. Il devenait plus distant, plus irritable. Les heures passées dans son bureau, toujours verrouillé à l'intérieur, semblaient le nourrir d'une énergie sombre. Il m'a dit un soir qu'il avait trouvé l'inspiration, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer qu'il avait les yeux plus fous, plus vides, comme si quelque chose le poussait à aller plus loin. Quant à Danny, c'était comme si une ombre s'était posée sur lui. Son comportement s'était radicalement changé. Il devenait plus taciturne et parfois, il me fixait avec une intensité que je n'avais jamais vue. Un jour, il m'a dit qu'il savait que l'hôtel voulait quelque chose de nous. J'ai d'abord cru que c'était juste son imagination, mais une partie de moi savait qu'il y avait plus. Il avait ce don étrange, ce brillance, qu'il m'avait expliqué un jour, comme une sorte de connexion avec l'au-delà. Mais maintenant, il semblait avoir perdu le contrôle de ce don. Je me souviens de ce soir où je suis entré dans le salon et l'ai trouvé immobile, fixant un coin du plafond. Il m'a dit, d'une voix basse et presque absente, que quelqu'un l'observait. Un homme sans visage. Il ne bougeait pas, ne respirait presque pas, et à cet instant, j'ai eu l'impression que le sol sous mes pieds s'était dérobé. Je voulais le secouer, mais il semblait ailleurs, plongé dans un abîme que je ne comprenais pas. Au même moment, les visions ont commencé pour moi. Je me suis retrouvé seul dans la grande salle à manger un après-midi, les yeux fixés sur l'immense miroir qui trônait au bout de la pièce. C'était étrange, mais je pouvais voir des mouvements dans le reflet qui ne correspondaient pas à la réalité. Des ombres se faufilaient dans le cadre, des figures humaines mais floues, figées dans des gestes menaçants. Quand je détournais les yeux, il n'y avait rien. Je pensais que c'était la fatigue, le stress accumulé de ces jours de confinement. Mais ces apparitions se sont intensifiées, se sont enchaînées. Un soir, alors que Jacques n'était pas là, je me suis retrouvé seul à l'étage. J'ai entendu des bruits dans le hall, des voix indistinctes murmurant mon nom. Quand je me suis approché, une silhouette est apparue au bout du couloir, floue et tremblante. L'air s'est épaissi d'une froideur insupportable, et la silhouette a pris forme, révélant un homme vêtu d'un costume noir, son visage masqué par des ombres. Mais il n'avait pas de yeux. Seulement des orbites noires, vides, me fixant intensément. J'ai eu la certitude qu'il n'était pas vivant, qu'il faisait partie du lieu. Une créature née de l'hôtel lui-même. Une force malveillante que nous ne pouvions ni comprendre ni fuir. Je n'ai pas osé parler à Jacques de ce que je vivais. Il était trop absorbé dans son travail. Mais je savais que l'hôtel exerçait une pression sur lui aussi. Je pouvais le voir dans ses yeux quand il me regardait, comme s'il ne me reconnaissait plus vraiment. Le mal semblait lentement nous engloutir tous les trois, m'enfermant dans un piège dont il n'y avait pas d'échappatoire. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais un matin, Jacques n'était plus le même. Il était assis dans le grand fauteuil de la salle de séjour, son regard vide fixé sur un point au loin. Je m'étais habitué à sa distraction, mais là, quelque chose était différent. Il n'avait plus l'air d'être avec nous. Il était devenu distant, comme si l'homme que j'avais épousé n'était plus là, remplacé par une silhouette qui lui ressemblait mais qui ne respirait plus la même vie. Ses conversations étaient devenues étranges, souvent déconnectées de la réalité. Il me parlait de l'hôtel, de l'histoire de l'endroit, comme s'il était devenu obsédé par ses secrets. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse et ses gestes devenaient brusques, nerveux. Il se levait souvent au milieu de la nuit, en proie à des gestes compulsifs, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Je n'arrivais pas à l'atteindre. À chaque tentative de lui parler, il m'évitait ou pire encore, il devenait soudainement agressif. Il hurlait après moi pour des raisons incompréhensibles, puis, aussi soudainement, il s'excusait et semblait désorienté. Mais il y avait toujours cette étincelle de folie dans ses yeux. Un soir, alors que je préparais le dîner, je l'ai vu dans le hall, seul. Il murmurait des mots que je ne comprenais pas, une sorte de prière ou de supplication, sa voix faible et éraillée. Puis, d'un coup, il s'est tourné vers moi, un sourire étrange tordant ses lèvres. « Tu ne comprends pas encore, n'est-ce pas ? Le Overlook a des attentes. Il m'a choisi. » Je l'ai regardé, figé de terreur. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jacques ?» Je savais, au fond, que ce n'était pas lui qui parlait. Ce n'était pas mon mari. C'était quelque chose d'autre, une présence qui l'avait envahi. Il a souri à nouveau, cette fois plus largement, mais son regard était glacé,
comme s'il me voyait à travers un voile de brume. L'hôtel m'a choisi pour accomplir sa mission. Tu vois, Wendy, il faut que quelqu'un prenne soin de lui. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je savais alors que l'Overlook n'était pas juste un bâtiment. C'était un prédateur, un esprit ancien qui dévorait les âmes et les consciences. Et Jacques était devenu son instrument. Les jours suivants, il est devenu de plus en plus violent, ses accès de rage se multipliant, sans raison apparente. Il se levait la nuit, le visage marqué par des contorsions étranges, et se mettait à hurler, sa voix brisée par la folie. Il disait des choses incohérentes, mais chaque mot semblait chargé d'une menace palpable. Je n'arrivais plus à le raisonner. Ses attaques de colère étaient imprévisibles, et sa violence n'avait plus de limite. Le plus terrible dans tout ça, c'était qu'il ne se souvenait jamais de ce qu'il avait fait. Une fois calmé, il me regardait avec de grands yeux pleins de confusion, comme un enfant perdu. Mais je savais qu'il y avait quelque chose d'encore plus sombre derrière ses actes. L'hôtel l'avait complètement englouti. Une nuit, alors qu'il m'avait dit qu'il allait prendre l'air pour réfléchir, je l'ai suivi en silence. Il se dirigeait vers l'ancienne salle de bal, un endroit que je n'osais jamais visiter seul. Là, dans la pénombre, il s'est arrêté, fixant un vide insondable au centre de la pièce, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Ses mains se sont serrées autour d'une hache abandonnée dans un coin. Je savais que quelque chose de terrible allait se produire. Le Jacques que j'avais épousé, l'homme que j'aimais, n'était plus là. Il n'était qu'une coquille vide, possédée par les forces sombres de l'Overlook. Et je savais, au fond de moi, que la seule façon de survivre, de sauver Danny, serait de fuir. Mais fuir où? Dans ce lieu clos, l'hôtel devenait un piège dont je ne voyais aucune issue. Ce soir-là, la peur m'a paralysé. Jacques, armé de la hache, s'était transformé en une silhouette terrifiante, un prédateur devenu fou, un homme rongé par les ténèbres de l'hôtel. Son regard était comme une mer glacée, sans vie, sans émotion, et ses yeux ne m'avaient jamais semblé aussi étrangers. La haine qui émanait de lui me transperçait, et je savais qu'il ne me reconnaissait plus. Je n'étais plus sa femme. Je n'étais plus Wendy. J'étais une entrave à sa mission, une gêne qui l'empêchait de servir l'hôtel comme il en avait été choisi. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il m'a vu, il m'a repéré dans l'ombre, et d'un cri bestial, il s'est lancé vers moi. Le son du métal frappant le sol résonnait dans ma tête. J'ai couru, aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, mais les couloirs semblaient sans fin. Chaque porte que je franchissais me menait à un autre piège, une autre boucle de ce dédale où l'hôtel ne faisait que nous enfermer un peu plus. Jacques était tout près. Je pouvais entendre son souffle lourd et sa voix déformée par la rage. « Wendy, tu ne peux pas m'échapper. Le Overlook m'a choisi, et tu dois comprendre ça. Tu vas m'aider à le protéger. » Sa voix était démente, presque inhumaine. Je suis arrivé dans la cuisine, et je n'ai pas eu le choix. La hache était trop proche. Il arrivait. Je savais que je n'aurais pas le temps de fuir plus longtemps. Mon cœur battait dans ma poitrine, un bruit assourdissant qui noyait tout le reste. Je me suis retourné, prêt à l'affronter, mais c'est à ce moment que j'ai senti quelque chose. Une présence, un souffle glacé derrière moi. C'était Danny. Je n'ai pas compris tout de suite, mais en me retournant, je l'ai vu. Il était là, mais pas tout à fait comme d'habitude. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, cette lueur du « brillant » qu'il me parlait souvent. Mais aujourd'hui, il semblait plus mature, plus sage. Il m'a regardé avec une calme détermination. « Maman, il faut que tu partes. Il faut que tu sauves ta vie, la mienne, la nôtre. » Le temps semblait se suspendre. Puis, dans un instant de pure terreur, Jacques s'est jeté vers nous. Mais quelque chose a changé. Comme un courant d'air, comme un frisson glacé qui a balayé la pièce. La hache s'est soudainement figée dans l'air, comme si une force invisible l'avait stoppée net. Jacques a hurlé, mais sa voix s'est étouffée dans un cri strident, comme si quelque chose le retenait. Une lumière aveuglante s'est déversée dans la pièce. Je ne comprends pas bien ce qui s'est passé ensuite. Peut-être que c'était Danny, ou peut-être que c'était l'hôtel lui-même qui a voulu nous donner une chance de fuir. Tout ce que je sais, c'est que la folie de Jacques n'a eu d'autre issue que la destruction. Il a disparu, englouti par une force que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir, un tourbillon de ténèbres qui l'a englouti dans le néant. Danny et moi avons couru, sans vraiment savoir où nous allions. Mais nous avons couru.
L'hôtel semblait se recroqueviller autour de nous, comme s'il nous pourchassait encore. Lorsque nous avons atteint la porte d'entrée, la neige tombait encore, mais l'air était étrangement calme. L'hôtel, lui, restait là, silencieux, presque satisfait. Nous avons quitté l'Overlook, mais en moi, une partie de ce lieu est restée. Je sens encore son regard sur moi, dans les recoins sombres de ma mémoire, dans la brume qui ne se dissipe jamais complètement. L'hôtel n'est pas vraiment parti. Il attend, patient. Et un jour, il reviendra. Nous étions 4, excités comme des enfants avant Noël. Ce voyage, on en parlait depuis des mois, une escapade loin de la ville, loin du stress quotidien. C'est Bastien qui avait trouvé l'hôtel. Un bijou, avait-il dit en nous montrant des photos. Un bâtiment majestueux, niché au cœur d'une forêt dense, avec des lustres en cristal, des tapisseries d'un autre temps et ce charme qu'aucun établissement moderne ne pouvait offrir. Le genre d'endroit qui respire l'histoire. Quand nous sommes arrivés, la façade était encore plus impressionnante qu'en photo. Les murs en pierre semblaient défier les siècles, et les grandes fenêtres reflétaient les derniers rayons de soleil. Pourtant, en descendant de la voiture, une sensation étrange m'a traversé. Comme si l'air était plus lourd ici, chargé d'une énergie que je ne parvenais pas à expliquer. Le hall d'entrée était somptueux. Un immense tapis rouge menait à un comptoir en bois verni. Tout autour, des fauteuils anciens étaient disposés avec une précision presque inquiétante. Derrière le comptoir, une femme en uniforme noir nous accueillit avec un sourire figé. Ses yeux étaient froids, comme si elle connaissait déjà tout de nous. « Bienvenue », dit-elle d'une voix polie mais dénuée d'émotion. « Votre séjour ici sera inoubliable. » Elle nous tendit les clés de nos chambres. Pas de carte magnétique moderne, non. Des clés lourdes, en métal, accrochées à des porte-clés en cuir gravé du numéro de chaque chambre. Bastien, toujours enthousiaste, murmura « C'est authentique, non ?» J'ai hoché la tête, mais quelque chose me dérangeait. Une phrase qu'elle avait glissée en nous tendant les clés. « Nous espérons que votre séjour éternel sera des plus agréables. » Éternel ? J'ai cru mal entendre, mais elle ne répéta rien. En montant l'escalier en colimaçon, mes doigts glissèrent sur la rampe froide, et une sensation de déjà-vu m'envahit. Pourtant, c'était la première fois que je mettais les pieds ici. Quand nous avons ouvert la porte de nos chambres, l'émerveillement reprit le dessus. La mienne était un chef-d'œuvre, un grand lit à baldaquin, des rideaux en velours pourpre, et une horloge ancienne accrochée au mur. Mais, détail étrange, l'aiguille des secondes ne bougeait pas. « On va adorer cet endroit », lança Bastien en passant sa tête dans l'entrebâillement de ma porte. Je n'en étais pas si sûr. La première nuit, tout semblait calme, presque trop calme. Après avoir rangé mes affaires, je me suis allongé sur le lit, admirant le plafond décoré de moulures complexes. Pourtant, cette sérénité avait quelque chose d'artificiel, comme un décor de théâtre parfaitement agencé mais dépourvu de vie. Vers minuit, alors que je feuilletais un livre trouvé sur la table de chevet, un bruit étrange résonna dans le couloir. Des pas lents, lourds, comme si quelqu'un traînait des pieds. Je me suis levé pour jeter un œil. Le couloir était vide, mais les pas continuaient. Ils semblaient s'éloigner, mais leur écho donnait l'impression qu'ils tournaient en rond. « Bastien ? Clémence ?» ai-je murmuré, mais aucune réponse. Je suis retourné dans ma chambre, légèrement troublé. Peut-être un autre client. Peut-être le personnel. J'ai éteint la lumière, mais une sensation d'inconfort persistait. Le lendemain matin, en descendant pour le petit déjeuner, mes amis étaient déjà attablés. Leur air intrigué confirma que je n'avais pas rêvé. « Vous avez entendu des bruits cette nuit ?» demanda Bastien. « Oui, » répondit Clémence, et je suis sorti voir. Mais je ne sais pas, je crois que je me suis perdu. J'avais l'impression de marcher en cercle. Moi aussi, avouai-je. Les couloirs se ressemblent tous. Bastien haussa les épaules. C'est normal dans ce genre d'endroit, dit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Mais une autre chose étrange se produisit au cours du petit déjeuner, le silence. La salle était pleine, une vingtaine de personnes au moins, mais personne ne parlait. Les clients mangeaient en silence, leurs visages figés dans une neutralité troublante. En quittant la table, je me suis approché d'un couple âgé assis à côté de nous. Le vieil homme me fixa, ses yeux d'un bleu délavé semblant sonder mon âme. Quand je lui ai demandé depuis combien de temps il séjournait ici,
Il répondit simplement. Ici, le temps ne compte pas. Sa femme posa une main tremblante sur son bras, comme pour l'empêcher d'en dire plus, et baissa les yeux vers son assiette. Plus tard dans la journée, nous avons décidé d'explorer l'hôtel. C'est là que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Peu importe combien de portes nous franchissions, combien d'escaliers nous montions, nous finissions toujours par revenir au même endroit, le hall d'entrée. C'est ridicule, lança Bastien en essayant une nouvelle fois de trouver une sortie. Pourtant, chaque porte que nous ouvrions nous ramenait à ce point de départ, comme si l'hôtel jouait avec nous. Et toujours, ce silence oppressant, ce sentiment que nous étions observés. Ce soir-là, après une nouvelle journée passée à errer dans les couloirs sans fin de l'hôtel, je décidai de rester éveillé. Quelque chose clochait, c'était évident, mais nous n'avions pas encore compris quoi. Mes amis, eux, semblaient fatigués, presque résignés. Bastien plaisantait moins, Clémence regardait constamment par-dessus son épaule, et Julien avait cessé de parler presque entièrement. Je m'assis dans le fauteuil de ma chambre, les yeux rivés sur l'horloge murale. Elle affichait 23h47. Je restai là, immobile, observant les aiguilles. Une minute passa, puis deux. Mais l'aiguille des secondes ne bougeait toujours pas. Un frisson me parcourut l'échine. Était-elle cassée? Ou le temps lui-même était-il figé ici? J'ouvris la porte de ma chambre pour regarder dans le couloir. Tout était plongé dans un silence mortel, sauf un murmure. Faible, insistant, comme une voix étouffée derrière un mur. Je suivis ce son étrange, marchant lentement dans le couloir faiblement éclairé. Au bout d'un moment, je me retrouvai devant une grande porte en bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. En la poussant, je découvris une pièce qui ressemblait à une salle de bal. Les lustres en cristal brillaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Au centre de la salle, une dizaine de personnes dansaient. Leurs mouvements étaient lents, mécaniques, comme si chaque geste était dicté par une force invisible. En m'approchant, je réalisai que leurs visages étaient vides, leurs regards absents, comme s'ils n'étaient que des marionnettes. L'un des hommes rompit soudainement la danse et se tourna vers moi. Son visage était étrangement familier. Puis je compris, c'était l'homme âgé du petit déjeuner. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-il, d'une voix rauque. « Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il s'approcha, son visage déformé par une expression de désespoir. « Nous sommes piégés. Tous. Prisonniers du temps. Chaque nuit, nous revivons les mêmes événements. Chaque nuit, l'hôtel reprend ce qu'il nous a pris. »« Ce qu'il vous a pris ?» répétai-je, horrifié. « Nos vies, » répondit-il. Puis, soudain, les autres danseurs tournèrent la tête vers moi en même temps, comme un seul corps. Leurs visages, jusque-là inexpressifs, s'étaient transformés en masques de souffrance. « Partez avant qu'il ne soit trop tard, » ajouta l'homme avant que sa voix ne s'étouffe, et qu'il retourne à sa danse macabre. Je fuis la salle, le cœur battant à tout rompre. De retour dans le couloir, je tombai nez à nez avec Bastien, Clémence et Julien. « On doit parler, » dis-je, essoufflé. Mais avant que je ne puisse leur raconter ce que j'avais vu, Julien prit la parole, sa voix tremblante. « J'ai croisé une femme. Elle m'a dit qu'elle était ici depuis 1973. Et elle est certaine que nous ne sortirons jamais. » C'est à cet instant que je compris. Nous n'étions pas seulement perdus dans l'hôtel. Nous étions coincés dans son piège. Un cycle éternel où tout recommence, encore et encore. Nous ne pouvions plus rester là sans rien faire. Cette nuit-là, alors que tout semblait étrangement calme, nous avons décidé de tenter une dernière fois de quitter cet endroit maudit. Bastien, toujours pragmatique, suggéra de descendre au sous-sol, pensant qu'une issue de secours pourrait s'y trouver. Nous avons rassemblé quelques affaires et sommes descendus par l'escalier de service, une cage d'acier glacial et mal éclairée. Chaque pas résonnait dans un écho interminable, comme si l'hôtel lui-même écoutait nos mouvements. À mesure que nous descendions, la température chutait, et l'air devenait lourd, presque irrespirable. Arrivés en bas, nous avons trouvé une porte métallique rouillée avec une inscription presque effacée, « Accès interdit ». Bastien, sans hésiter, força la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement terrifiant, révélant un couloir sombre, éclairé seulement par des ampoules vacillantes suspendues à des fils. « On n'a pas le choix », murmura Clémence, en tremblant.
Nous avançâmes lentement, chaque pas amplifiant le sentiment que nous étions surveillés. Les murs semblaient se refermer sur nous, et un bourdonnement étrange résonnait au loin, comme une vieille machine en marche. Au bout du couloir, une seconde porte apparut, massive, verrouillée par une chaîne. Bastien, dans un accès de panique, ramassa une barre métallique pour la briser. C'est alors que nous entendîmes un bruit derrière nous. Un craquement sec, suivi d'un souffle glacé. En me retournant, je vis une ombre, haute et déformée, se glisser lentement dans notre direction. « Courez !» criai-je, sans réfléchir. Nous nous précipitâmes dans la pièce suivante, Bastien parvenant de justesse à briser la chaîne. La porte claqua derrière nous, et nous nous retrouvâmes dans une salle immense, remplie d'objets abandonnés, valises poussiéreuses, vêtements anciens, et des photos jaunies étalées sur le sol. En scrutant ces photos, mon cœur se serra. Elles représentaient des familles, des couples, des voyageurs. Mais au centre de chaque cliché, un détail glaçant, la silhouette d'un homme, flou mais toujours présent. Et au fond de la pièce, un miroir immense, fissuré en plusieurs endroits, reflétait une version déformée de nous-mêmes. « On doit sortir d'ici, maintenant » dit Julien, la voix brisée par la peur. Nous cherchâmes frénétiquement une autre issue, jusqu'à ce que Clémence trouve une trappe dissimulée sous un tapis. En l'ouvrant, un escalier étroit menant vers le bas apparut. « Vous pensez vraiment que ça mène dehors » demanda-t-elle, hésitante. « Peu importe, » répondit Bastien. « On ne peut pas rester ici. » Un à un, nous descendîmes dans l'obscurité. Mais, à mesure que nous avancions, une pensée terrifiante s'insinuait dans mon esprit. Et si nous ne faisions que nous enfoncer davantage dans le piège de l'hôtel? L'escalier semblait interminable. Chaque marche que nous descendions augmentait l'impression que nous n'allions nulle part. Les murs, suintant d'humidité, étaient ornés de marques étranges, comme des griffures laissées par ceux qui étaient passés avant nous. Un bourdonnement surmontait des profondeurs, comme si l'hôtel lui-même respirait, vivant. Enfin, nous atteignîmes une nouvelle porte. Contrairement aux précédentes, celle-ci semblait ancienne, faite d'un bois noirci et gravée de symboles que je ne comprenais pas. Bastien, malgré sa détermination initiale, hésita. « Et si c'était un piège » murmura-t-il. « On n'a pas le choix » rétorqua Clémence, le regard fixé sur la poignée. Avec une nervosité palpable, je poussai la porte. De l'autre côté, une lumière éclatante nous éblouit. Il fallut quelques secondes pour que nos yeux s'adaptent. Ce que nous vîmes alors nous glaça le sang. Nous étions dans le hall d'entrée. Le même tapis rouge, les mêmes lustres, les mêmes fauteuils parfaitement alignés. Tout semblait identique, mais une chose clochait. L'endroit était vide, désespérément silencieux. « Non » murmura Julien, reculant instinctivement. « Ce n'est pas possible » ajouta Clémence, la voix brisée. Un rire glacé résonna soudain, venant de nulle part et de partout à la fois. Une silhouette apparut au sommet de l'escalier central, la réceptionniste. Mais cette fois, son visage avait changé. Ses traits étaient déformés, son sourire s'étirait anormalement, et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. « Bienvenue à nouveau » déclara-t-elle d'une voix éthérée. « Nous espérons que votre séjour éternel sera confortable. » C'est alors que le sol sous nos pieds commença à trembler. Les murs semblaient se tordre, comme si l'hôtel entier s'effondrait sur lui-même. Pris de panique, nous courûmes vers la porte d'entrée. Bastien l'ouvrit en criant, mais derrière, il n'y avait que le hall, encore. Je réalisai avec horreur que nous étions revenus au point de départ, exactement comme au premier jour. Mon regard se posa sur l'horloge au-dessus du comptoir. Elle affichait 16h32, l'heure précise de notre arrivée. La réceptionniste tendit une clé vers nous, un sourire immobile sur son visage. « Voici vos chambres, messieurs, dames » dit-elle calmement. Clémence éclata en sanglots, Bastien s'agenouilla, brisé, et Julien se contenta de fixer le vide, comme s'il avait déjà accepté son sort. Moi, je restais là, paralysé, incapable de comprendre. Le dernier souvenir que j'ai est la clé froide dans ma main. Puis, tout s'est effacé. Je raconte cette histoire parce que, parfois, je rêve de cet hôtel. Et quand je me réveille, j'entends encore cette voix me murmurer. « Vous êtes toujours ici. » Nous venions de nous marier, et cette petite escapade devait être notre lune de miel parfaite.
Après des semaines de recherche, nous avions trouvé cette charmante auberge nichée au cœur d'un village reculé, entouré de forêts denses et de collines embrumées. L'endroit semblait tout droit sorti d'une carte postale, une bâtisse en pierre ancienne, avec des volets bleus écaillés et un petit jardin rempli de fleurs sauvages. C'était exactement ce dont nous avions besoin pour échapper au tumulte de la ville. Dès notre arrivée, le propriétaire, un homme âgé au sourire chaleureux mais aux yeux étrangement perçants, nous accueillit comme si nous étions de vieux amis. Sa femme, une dame frêle au visage pâle, nous guida jusqu'à notre chambre avec une lenteur presque cérémonieuse. Elle nous expliqua que l'auberge appartenait à leur famille depuis des générations et qu'ils prenaient soin de préserver son esprit authentique. La chambre était modeste mais confortable, avec un lit à baldaquin en bois massif et une vue imprenable sur les collines environnantes. Pourtant, dès que la porte se referma derrière nous, une étrange sensation s'empara de moi. C'était comme si l'air dans la pièce était plus lourd, chargé d'une présence invisible. Je mis cela sur le compte de la fatigue du voyage et n'en parlais pas à mon partenaire. En explorant un peu l'auberge avant le dîner, je remarquai des détails qui, sur le moment, me semblèrent insignifiants. Un mur orné de vieilles photos en noir et blanc où les regards des sujets semblaient me suivre, des sculptures en bois représentant des figures humaines déformées, et une étrange odeur âcre qui semblait émaner des fondations même de la maison. Au dîner, le couple nous servit un repas simple mais délicieux, tout en nous posant des questions qui me mirent légèrement mal à l'aise. Ils voulaient tout savoir. Comment nous nous étions rencontrés, depuis combien de temps nous étions ensemble, et même si nous envisagions d'avoir des enfants. Leur curiosité paraissait amicale, mais il y avait une intensité dans leur regard qui me glaçait le sang. Alors que nous montions nous coucher ce soir-là, je me sentais inexplicablement nerveux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose clochait. Mais comment expliquer cette sensation, cette conviction sourde que nous n'aurions peut-être jamais dû venir ici? La nuit était tombée, enveloppant l'auberge d'une obscurité presque palpable. Alors que nous nous préparions à dormir, une atmosphère oppressante s'installa dans la chambre. Mon partenaire semblait détendu, feuilletant un livre trouvé sur l'étagère poussiéreuse, mais moi, je n'arrivais pas à me calmer. Cette sensation de malaise que j'avais ressentie plutôt s'intensifiait. Les murs eux-mêmes semblaient se resserrer autour de nous. Vers minuit, un bruit sourd résonna depuis le rez-de-chaussée. C'était comme un coup, suivi d'un grincement prolongé. Mon cœur s'arrêta un instant. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait simplement du vieux bois de la maison qui craquait, mais quelque chose dans ce son semblait intentionnel. Je chuchotai à mon partenaire. « Tu as entendu ça ?» Il releva à peine la tête de son livre. « Probablement le vent. Tu sais comment ces vieilles maisons sont. » J'essayais de me persuader qu'il avait raison, mais à peine avais-je fermé les yeux qu'un autre bruit se fit entendre, cette fois plus proche. C'était un murmure. Faible, indistinct, mais bien réel. Je me redressai dans le lit, les oreilles tendues, mais le silence revint presque immédiatement, aussi lourd qu'un couvercle de cercueil. N'y tenant plus, je décidai de me lever pour inspecter les lieux. Mon partenaire, exaspéré par mon agitation, accepta de m'accompagner. Nous sortîmes dans le couloir faiblement éclairé par une veilleuse vacillante. Les ombres des murs semblaient danser autour de nous, déformées et sinistres. En descendant les escaliers, une odeur étrange s'intensifia. Un mélange d'encens brûlé et de quelque chose de métallique, comme du sang. Nous suivîmes les sons qui nous menèrent à une porte que nous n'avions pas remarquée auparavant, au fond d'un couloir. Elle était légèrement entrebâillée, laissant échapper une lumière vacillante, orangée, comme celle d'une bougie. Je voulus entrer, mais mon partenaire posa une main ferme sur mon bras. « Non, murmura-t-il, retournons dans la chambre. Ça ne nous regarde pas. » Je savais qu'il avait raison, mais ma curiosité me tiraillait. Et pourtant, un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale lorsque, à travers l'ouverture de la porte, j'entendis à nouveau ces murmures. Plus forts cette fois, plus nombreux. Nous remontâmes finalement dans la chambre, mais le sommeil était hors de question. Allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, je ne pouvais chasser l'idée que nous n'étions pas seuls dans cette maison. Et que, quels que soient les bruits que nous avions entendus, ils n'étaient pas le fruit de notre imagination. Le matin se leva, mais l'étrange tension de la nuit ne disparut pas. Tout dans l'auberge semblait différent. Les murs paraissaient plus sombres, le silence plus oppressant. Le couple de propriétaires, si chaleureux la veille, avait changé d'attitude. Ils nous observaient avec insistance,
comme si nous étions des invités d'un tout autre genre. Après le petit déjeuner, mon partenaire suggéra de faire une promenade pour explorer les environs. Mais avant de partir, une curiosité irrépressible me poussa à jeter un coup d'œil derrière cette porte que nous avions aperçue la nuit précédente. L'occasion se présenta lorsque les propriétaires disparurent dans une autre pièce. Je descendis discrètement, le cœur battant à tout rompre, et retrouvai cette porte étrange, maintenant fermée à clé. Pourtant, sous la porte, je remarquai des traces. Une fine traînée brunâtre qui avait séché, comme une vieille tache de sang. Une odeur nauséabonde s'en dégageait, plus forte encore que celle de la nuit passée. Alors que je fixais la porte, perdu dans mes pensées, mon partenaire m'appela d'en haut, et je regagnai la chambre en vitesse, dissimulant mon trouble. Nous décidâmes de sortir et de profiter de la journée, mais même à l'extérieur, l'auberge semblait peser sur moi comme une ombre. Ce n'est qu'en revenant en début de soirée que tout bascula. En montant l'escalier, mon partenaire s'arrêta net et pointa quelque chose sur le tapis. Je suivis son regard et remarquai une clé. Une vieille clé en fer, usée, avec des gravures presque effacées. Nous échangeâmes un regard lourd de sens. Après un moment d'hésitation, je ramassai la clé et la serrai dans ma poche. Une impulsion que je ne comprenais pas encore me poussait à retourner vers cette porte. Plus tard, alors que la nuit tombait et que l'auberge semblait s'endormir, nous descendîmes silencieusement. Chaque craquement du plancher résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence. Arrivé devant la porte, je sortis la clé, la main tremblante, et la glissai dans la serrure. Elle s'y adapta parfaitement. Lorsque la porte s'ouvrit, une odeur immonde nous frappa de plein fouet, une combinaison de putréfaction et de métal brûlé. La pièce était éclairée par des bougies disposées en cercle autour d'un symbole gravé dans le sol, un mélange de runes et de formes incompréhensibles. Au centre, il y avait une table, ou plutôt un autel, couvert de tissu rouge sombre, imbibé de quelque chose que je refusais d'identifier. Autour de la pièce, des objets que je n'aurais jamais voulu voir. Des couteaux rituels, des masques grotesques, et ce qui ressemblait à des ossements humains soigneusement empilés dans un coin. Mais le pire fut cette liste. Accrochée au mur, écrite d'une main tremblante, elle contenait des noms et des dates. La plupart des noms étaient suivis de dates marquées comme achevées. À la fin de la liste, nos noms apparaissaient. Et sous nos noms, la date du jour. Je sentis mes jambes se dérober sous moi, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un craquement derrière nous me glaça le sang. En nous retournant, nous vîmes les propriétaires, debout dans l'encadrement de la porte. Ils souriaient. Pas un sourire de bienvenue, mais quelque chose de tordu, de carnassier. « Vous êtes arrivés juste à temps », dit le vieil homme d'une voix calme, presque joyeuse. « La cérémonie commence ce soir. » Le temps sembla se suspendre dans l'air lourd de la pièce. Leurs sourires s'étiraient, déformés, alors que le couple avançait lentement, chaque pas résonnant comme un écho de fin du monde. Je sentis une vague de panique me submerger, mais mon esprit était figé, paralysé par la terreur. Nous étions piégés. Aucun moyen de sortir, aucune échappatoire possible. Mon partenaire me saisit la main, son regard effrayé croisait le mien, mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Avant que nous puissions réagir, les cultistes commencèrent à murmurer des incantations dans une langue que je ne comprenais pas, mais dont le rythme et la force me faisaient frissonner jusqu'au plus profond de mes os. Leurs voix semblaient venir de partout, se mêlant aux bruits sourds et aux grondements étranges de la maison. « Vous n'êtes pas les premiers, » dit la vieille femme, son ton presque doux, comme si elle nous faisait une faveur. « Mais vous serez les derniers. » Je me suis jeté sur la porte, mais elle était déjà verrouillée de l'extérieur. Nous étions enfermés dans cette pièce comme des animaux dans une cage. Mon cœur battait à toute vitesse, chaque battement résonnant dans mes oreilles, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce qui allait arriver. Je sentais la chaleur s'intensifier autour de nous, comme si la température elle-même devenait l'ennemi. « Nous allons vous guider vers une nouvelle vie, » murmura l'homme, s'approchant de moi avec une lueur d'extase dans les yeux. « Un voyage éternel. » Soudain, le son d'un cri perça l'air, mais ce n'était pas le mien. Ce n'était même pas celui de mon partenaire. Il venait de l'extérieur de la pièce, étouffé, distant, mais réel. J'essayais de crier, de lutter, de frapper les murs, mais tout semblait inutile. Un autre cri, plus faible cette fois, et une silhouette en robe noire passa derrière une fenêtre, juste au moment où les cultistes levaient leurs bras, prononçant les derniers mots du sort. Le sol sous nous se mit à trembler,
et la lumière des bougies vacilla, jetant des ombres qui dansaient sur les murs, s'étirant et se tordant comme des serpents. L'air devint glacial. Nous étions encerclés, et les cultistes s'avançaient, leurs mains tendues vers nous. Je me tournai vers mon partenaire, son visage blême sous le choc. Fuir, maintenant, soufflai-je, mais il était trop tard. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je sentais que la fin était proche, que l'obscurité ne faisait que commencer à nous engloutir. Le dernier souffle de liberté se dissipa alors que les cultistes entamaient un chant guttural, un chant qui me percuta comme un coup de marteau. Mon esprit se noya dans une mer d'obscurité. Et puis, tout s'éteignit. Le monde autour de moi se dissolvait dans l'obscurité, mais ce qui suivit défiait toute logique. Il n'y avait plus de lumière, plus de bruit, juste un vide absolu. C'était comme si mon âme elle-même avait été arrachée, laissée suspendue dans un abîme sans fin. Puis, lentement, les ténèbres se dissipèrent, et je me retrouvai dans un endroit que je ne pouvais pas comprendre. Lorsque la lumière revint, je n'étais plus dans la pièce rituelle. Je n'étais plus dans l'auberge. Il n'y avait ni bois, ni pierre, ni mur. Juste des ombres mouvantes qui m'observaient, des yeux invisibles dans l'obscurité. Et cette sensation de froid, de mort imminente qui se rapprochait. J'étais seul. Complètement seul. Où était mon partenaire? Où étaient les cultistes? Je ne savais pas. Chaque mouvement semblait être une tentative désespérée pour me réveiller, mais il n'y avait pas de réveil possible. L'étrangeté de l'endroit me paralysait, tout semblait irréel, comme un rêve macabre dont il n'y avait pas de sortie. Je ne pouvais pas bouger, pas crier. Les ombres se rapprochaient, m'enveloppant, me serrant de plus en plus fort. Mon corps semblait absent, comme si je n'étais plus qu'une conscience suspendue, consciente de ma faim mais incapable de l'arrêter. Et soudain, un murmure. Puis un autre. Puis d'autres encore. Des voix, douces, chantantes, remplissaient l'espace, comme des échos de ceux qui avaient disparu avant moi. Je reconnus certaines voix, des murmures inarticulés, des mots que je ne pouvais pas comprendre. Et puis, une voix se détacha, claire et nette. Vous êtes à nous. Vous êtes là pour toujours. Je compris alors. Il n'y avait pas de sortie. L'auberge n'était pas qu'une simple auberge. C'était un piège, un lieu qui absorbait ceux qui s'y aventuraient. Les cultistes n'étaient pas des êtres humains, mais des gardiens, des maîtres des ténèbres, et tout ce qu'ils voulaient, c'était des âmes à sacrifier pour renforcer leur pouvoir. Je tentais de me réveiller à nouveau, de lutter contre l'étreinte des ombres, mais je savais au fond de moi que c'était futile. Ce n'était pas un simple cauchemar, ce n'était pas une hallucination. C'était la réalité. Et cette réalité, elle ne faisait que commencer. Mon nom est maintenant sur la liste. Et il ne reste plus qu'à attendre que l'auberge, dans son silence éternel, attire les prochaines victimes. Je venais d'arriver dans cette ville pour une conférence importante. Mon emploi du temps était chargé, mais je m'étais permis un petit luxe. Séjourner dans un hôtel réputé pour son design moderne et ses technologies avancées. Dès que je suis entré dans le hall, j'ai été impressionné par l'élégance des lieux. Les sols en marbre reflétaient la lumière tamisée des lustres, et une douce musique d'ambiance flottait dans l'air. Cependant, une étrange sensation me saisit presque immédiatement. L'endroit était impeccablement propre, mais il manquait quelque chose, de la vie. Le personnel à la réception était courtois, mais froid, comme s'il récitait un script appris par cœur. Pas de sourire sincère, pas de regard direct. Lorsque je suis monté à mon étage, le couloir m'a semblé interminablement long et silencieux. Les murs, bien que impeccables, paraissaient presque trop lisses, comme s'ils dissimulaient quelque chose. Je n'entendais aucun bruit venant des autres chambres, ni télévision, ni voix, rien. En entrant dans ma chambre, l'atmosphère pesante semblait s'amplifier. La décoration minimaliste, bien qu'élégante, me donnait une impression de vide, d'absence. Je posai ma valise et me dirigeai vers la fenêtre, espérant me changer les idées en admirant la vue. Mais en tirant les rideaux, je découvris que ma chambre donnait sur un mur. Un mur gris et austère qui bloquait toute lumière naturelle. Je me sentais inexplicablement oppressé, comme si les murs de l'hôtel eux-mêmes me surveillaient. Mais je m'efforçai de chasser ces pensées absurdes. Après tout, j'étais fatigué du voyage, et mon esprit me jouait probablement des tours. Pourtant, au fond de moi, quelque chose murmurait que cet endroit avait une histoire,
et que j'étais sur le point de la découvrir. Ce soir-là, après une longue journée de réunions et de conversations épuisantes, j'avais hâte de retrouver le calme de ma chambre. Avant de monter, je décidai de dîner rapidement au restaurant de l'hôtel, situé au rez-de-chaussée. La salle, bien que somptueuse, était presque vide. À part un couple silencieux dans un coin, je semblais être le seul client. Après avoir terminé mon repas, je pris le chemin de l'ascenseur, prêt à rejoindre mon étage. En appuyant sur le bouton du 7e étage, rien ne se passa. Je fronçai les sourcils et appuyai à nouveau, mais l'ascenseur ne réagissait toujours pas. Un léger bip retentit, et le panneau lumineux indiqua soudainement un étage que je ne reconnaissais pas. 13. Je restai figé. Ce n'était pas possible. Lors de mon arrivée, j'avais remarqué que l'hôtel ne comportait que 12 étages. Avant que je ne puisse réagir, l'ascenseur se mit en mouvement, une montée lente et oppressante, comme si quelque chose tirait les câbles vers le haut à contre-cœur. Quand les portes s'ouvrirent, ce que je vis me coupa le souffle. Ce n'était pas un étage moderne et luxueux comme le reste de l'hôtel. Non, le couloir devant moi semblait venir d'une autre époque, avec des tapis usés, des murs jaunis par le temps et des lampes vacillantes. Une odeur rance flottait dans l'air, mélange de moisissure et de quelque chose d'indéfinissable, presque métallique. Je sortis à moitié, hésitant, et un bruit soudain attira mon attention. Un cri, faible mais clair, résonna au loin. Cela semblait venir d'une des chambres au bout du couloir. Mon instinct me hurlait de retourner dans l'ascenseur, mais une étrange force me poussait à avancer, comme si ce couloir voulait m'attirer dans ses entrailles. Je fis un pas en avant, et un second. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans mes oreilles. Mais avant que je ne puisse aller plus loin, une ombre furtive passa devant moi, au bout du couloir, et les lumières vacillèrent brusquement. Pris de panique, je fis demi-tour et bondis dans l'ascenseur. J'appuyai frénétiquement sur le bouton pour fermer les portes, et celles-ci se refermèrent lentement, comme si elles me narguaient. L'ascenseur descendit, mais mes mains tremblaient encore. Lorsque je retournai à mon étage, tout semblait normal, mais je savais que ce que j'avais vu était réel. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose n'allait pas dans cet hôtel. La nuit suivante, je fis de mon mieux pour ignorer ce qui s'était passé. Peut-être que j'étais simplement épuisé, me disais-je. Mais au fond, je savais que c'était faux. Je n'avais jamais rien vécu de semblable, et cette image du couloir déformé me hantait. Malgré tout, je me convainquis de continuer mon séjour. Après une autre journée fatigante, je retournai à l'hôtel tard dans la soirée. Cette fois, l'ascenseur semblait fonctionner normalement. J'appuyai sur le bouton de mon étage et attendis. Mais à mi-chemin, le même bip étrange retentit. Les lumières du panneau scintillèrent, et l'ascenseur changea de direction tout seul. Cette fois, il s'arrêta à un étage marqué -2. Un sous-sol. Pourtant, ce niveau n'était mentionné nulle part, ni dans les brochures de l'hôtel, ni sur le panneau de contrôle. Les portes s'ouvrirent sur une scène encore plus déroutante que la première. Un long couloir de béton brut s'étendait devant moi, faiblement éclairé par des néons tremblotants. Des traces sombres, semblables à des éclaboussures, marquaient les murs et le sol. Une odeur nauséabonde me piqua les narines, un mélange de pourriture et de produits chimiques. Je n'avais pas l'intention de sortir, mais avant que je ne puisse réagir, une voix brisée retentit. Elle semblait provenir du fond du couloir, comme un écho lointain. « Aidez-moi !» Mon sang se glaça. C'était une voix humaine, faible et désespérée, mais elle portait quelque chose d'anormal, comme si elle venait d'un endroit où le temps lui-même était déformé. J'avançai d'un pas, incapable de résister à l'appel, mais un bruit métallique me fit sursauter. Une des portes sur le côté du couloir venait de s'ouvrir légèrement. À l'intérieur, je crus apercevoir une silhouette. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son regard peser sur moi. Incapable d'endurer plus longtemps, je me précipitai à nouveau dans l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur le bouton de fermeture. Juste avant que les portes ne se ferment, j'entendis un rire. Bas, guttural, presque animal. Et cette fois, ce n'était plus une voix humaine. De retour à mon étage, je restai figé devant les miroirs de l'ascenseur. Mon reflet semblait normal, sauf pour une ombre derrière moi, qui s'effaça lentement avant que les portes ne s'ouvrent. Le lendemain, je ne pouvais plus nier qu'il se passait quelque chose d'étrange dans cet hôtel. J'avais à peine dormi,
hanté par les images de ces couloirs impossibles et par ce rire inhumain qui continuait de résonner dans ma tête. Je décidai de chercher des réponses. Après le petit déjeuner, je fis quelques recherches sur mon téléphone, cherchant des informations sur l'histoire de l'hôtel. Mais à ma grande surprise, je ne trouvai presque rien. Pas d'article, pas de critique détaillée, comme si cet endroit avait été soigneusement effacé des archives numériques. Pourtant, je finis par tomber sur un forum obscur où quelques anciens clients partageaient des expériences similaires. Des ascenseurs capricieux, des étages inexistants et des scènes troublantes. L'un des commentaires attira mon attention. Le bâtiment a été construit sur les ruines d'un ancien orphelinat détruit par un incendie. Certains disent que les âmes des victimes n'ont jamais quitté les lieux. Mon estomac se noua en lisant ces mots. L'orphelinat en question avait été le théâtre d'événements horribles. Un directeur violent, des enfants disparus et finalement un incendie mystérieux qui avait ravagé le bâtiment dans les années 1950. Plus tard, je décidai de poser des questions au personnel de l'hôtel. Mais chaque fois que j'évoquais le passé du lieu, leurs réponses étaient vagues, presque mécaniques. À la réception, une jeune femme finit par me glisser discrètement. « Vous devriez partir, monsieur. » Ceux qui posent trop de questions finissent par regretter de l'avoir fait. Sa voix tremblait, et ses yeux semblaient hantés. Mais avant que je ne puisse en demander plus, elle se leva brusquement et disparut dans une porte derrière le comptoir. Cette nuit-là, je restai éveillé dans ma chambre, décidé à ne pas utiliser l'ascenseur. Mais vers minuit, un bruit étrange me réveilla. C'était le son familier du ding de l'ascenseur, suivi de pas lourds qui s'arrêtaient devant ma porte. Je n'osais pas bouger, retenant mon souffle alors que quelqu'un semblait attendre, immobile, juste de l'autre côté. Je restais figé dans mon lit, la respiration coupée, tandis que l'atmosphère de la pièce devenait oppressante. Les pas devant ma porte étaient lourds, réguliers, presque mécaniques, comme si une machine marchait à ma place. Après quelques secondes interminables, un bruit sec résonna. Un grattement lent, comme des ongles sur le bois de la porte. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je me levai doucement, prenant soin de ne faire aucun bruit, et m'approchai de la porte pour regarder à travers le judas. Je m'attendais à voir un couloir vide, au pire, une silhouette indistincte. Mais ce que je vis me paralysa. Un enfant se tenait là, immobile, son visage caché par ses cheveux sales et emmêlés. Il portait une chemise blanche tachée de quelque chose qui ressemblait à du sang. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui me terrifiait, l'enfant ne semblait pas réel. Son image vacillait légèrement, comme une projection mal calibrée, et une étrange distorsion entourait son corps. Soudain, il leva la tête, et ses yeux vides me fixèrent à travers le judas. Un sourire grotesque se dessina sur son visage, étirant ses traits de manière inhumaine. Puis, sans prévenir, il disparut. Je reculai brusquement, terrifié, et c'est alors que les lumières de ma chambre s'éteignirent d'un coup. La pièce fut plongée dans l'obscurité totale, et une voix s'éleva, basse et gutturale, semblant provenir de toutes les directions à la fois. « Tu ne peux pas fuir. Nous sommes toujours là. » Pris de panique, je me précipitai vers la porte, l'ouvris et courus dans le couloir désert. Le silence régnait, mais l'atmosphère était lourde, comme si quelque chose me suivait. J'appuyai frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur, priant pour qu'il arrive rapidement. Quand les portes s'ouvrirent enfin, je bondis à l'intérieur et appuyai sur le bouton du rez-de-chaussée. L'ascenseur descendit, mais à mi-chemin, il s'arrêta brusquement. Les lumières clignotèrent, et les portes s'ouvrirent sur le couloir familier, celui de l'étage 13. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Les portes ne se refermèrent pas. Une multitude de silhouettes émergèrent lentement des ombres, leurs yeux brillant d'une lueur froide et inhumaine. Elles m'observaient, silencieuses, leur corps tordu et mouvant, comme si elles n'appartenaient pas à ce monde. Dans un dernier élan de désespoir, j'appuyai sur tous les boutons de l'ascenseur, priant pour qu'il reparte. Les portes se fermèrent de justesse, coupant la silhouette la plus proche qui tendait une main vers moi. Quand j'arrivai enfin au rez-de-chaussée, le hall était désert. Pas de réceptionniste, pas de client. Juste un vide angoissant. Je sortis précipitamment de l'hôtel sans regarder en arrière, abandonnant mes affaires. Depuis, je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à ce que j'ai vécu. Mais une chose est sûre, cet hôtel n'était pas un lieu ordinaire. Et ceux qui s'y aventurent risquent de ne jamais en ressortir indemnes.
Je m'étais arrêté dans cet hôtel par pur hasard, lors d'un voyage d'affaires qui m'avait mené dans cette petite ville au charme ancien. Dès mon arrivée, j'avais été frappé par l'atmosphère particulière du lieu. Les murs, couverts de papier peint floral délavé, semblaient raconter des histoires que personne n'osait évoquer à voix haute. L'odeur de bois ancien et de cire flottait dans l'air, et chaque pas sur le parquet grinçant résonnait comme un murmure étouffé. En entrant dans ma chambre, une étrange sensation m'a envahi, comme si l'air y était plus lourd, presque palpable. L'espace était charmant à sa manière. Un lit à baldaquin drapé de rideaux légèrement jaunis, une petite table en acajou, et surtout, un miroir imposant accroché au mur en face du lit. Le cadre doré du miroir était orné de motifs complexes, et le verre, bien que poli, semblait légèrement terni par le temps. Une employée m'avait accompagné pour déposer mes bagages. Avant de quitter la pièce, elle avait hésité un instant, les yeux fixés sur le miroir. Je l'avais vue froncer les sourcils, mais elle n'avait rien dit. En me tournant vers elle pour lui poser une question, elle s'était déjà éclipsée, laissant derrière elle un silence étrange. Alors que je déballais mes affaires, j'ai commencé à remarquer de petites choses qui me mettaient mal à l'aise. Les rideaux bougeaient légèrement, bien qu'il n'y ait aucun courant d'air. Par moments, j'avais l'impression qu'un bruit, comme un léger soupir, émanait de quelque part, mais je ne pouvais pas en identifier l'origine. Je m'étais dit que c'était la fatigue du voyage qui me jouait des tours. Le miroir, cependant, attirait sans cesse mon regard. Il semblait presque vivant, comme s'il observait chaque mouvement. Chaque fois que je passais devant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson glacial, comme si une paire d'yeux invisibles se fixait sur moi depuis l'autre côté. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Les grincements du parquet dans le couloir, amplifiés par le silence, me réveillaient à intervalles réguliers. Je me suis retourné plusieurs fois dans le lit, tentant de trouver une position confortable, mais une sensation oppressante semblait me coller à la peau. Vers 3 heures du matin, un bruit étrange m'a tiré de ma somnolence. C'était comme un léger craquement, suivi d'un souffle imperceptible. J'ai ouvert les yeux et scruté la pièce plongée dans une obscurité presque totale. Seule la lumière blafarde de la lune, filtrant à travers les rideaux, éclairait faiblement les contours des meubles. En m'asseyant dans le lit, mon regard s'est instinctivement tourné vers le miroir. Ce que j'y ai vu m'a glacé sur place. Là, dans le reflet, une silhouette se tenait debout, immobile, à quelques pas de mon lit. C'était une femme. Ses cheveux longs et épars encadraient un visage blême, presque translucide. Ses yeux étaient fixes, rivés sur moi, pleins d'une intensité troublante. J'ai tourné la tête immédiatement vers l'endroit où elle aurait dû se trouver, mais la pièce était vide. Je n'avais pas bougé, mais mes mains tremblaient légèrement en agrippant les draps. Je me suis forcé à regarder à nouveau dans le miroir, mais cette fois, il n'y avait plus rien. Essayant de me calmer, je me suis levé et j'ai allumé toutes les lumières. Chaque recoin du petit espace était vide, parfaitement banal. Pourtant, mon cœur battait à tout rompre, et une sueur froide perlait sur ma nuque. Convaincu que mon esprit me jouait des tours, je me suis répété que ce n'était qu'un cauchemar réveillé. Pourtant, au moment où je me suis recouché, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil au miroir. Il était là, silencieux, mais étrangement oppressant, comme s'il gardait un secret que je n'étais pas prêt à découvrir. Le lendemain matin, je me suis réveillé fatigué, avec la sensation persistante que la nuit précédente n'avait pas été un simple rêve. En me préparant pour la journée, mon regard évitait instinctivement le miroir, mais son imposante présence semblait remplir la pièce. J'ai décidé de ne pas y penser et de descendre prendre mon petit déjeuner. Au rez-de-chaussée, dans la petite salle à manger au charme vieillot, j'ai tenté de chasser mes pensées troublantes en discutant avec l'une des employées, une femme d'un certain âge, aimable mais discrète. Je lui ai parlé brièvement de ma nuit, mentionnant la silhouette que j'avais cru voir. À ces mots, son sourire s'est figé, et ses yeux ont brièvement dérivé vers une autre employée qui arrangeait des fleurs près de l'entrée. Elle m'a répondu avec un ton légèrement hésitant. « Vous savez, ce bâtiment est ancien. Parfois, les esprits fatigués jouent des tours, surtout lorsqu'on est épuisé. » Son explication ne m'a pas convaincu. Son regard inquiet trahissait quelque chose qu'elle ne voulait pas dire à voix haute. Après le petit déjeuner, ma curiosité a pris le dessus. Je suis retourné dans ma chambre, ai pris mon téléphone et ai commencé à chercher des informations sur l'hôtel. En quelques minutes,
je suis tombé sur un forum local où certains utilisateurs partageaient des histoires étranges à son sujet. L'un des messages mentionnait une femme nommée Elena, une ancienne cliente de l'hôtel. Selon les rumeurs, elle aurait été assassinée dans sa chambre il y a des décennies. Les détails étaient flous, mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle aurait séjourné dans un petit coin reculé de l'hôtel, dans une chambre avec un miroir au cadre doré. Une photo ancienne, jointe à l'un des articles, montrait le hall principal de l'hôtel à l'époque. Au fond de l'image, une femme se tenait près d'un escalier, vêtue d'une robe longue et sombre. Mon souffle s'est coupé lorsque j'ai reconnu son visage. C'était celui de la femme que j'avais vue dans le miroir. La nuit suivante, je n'ai pas pu fermer l'œil, chaque bruit, chaque souffle me rappelait l'image de cette femme dans le miroir. J'avais l'impression que l'hôtel tout entier m'observait. L'idée que je pouvais être en présence de quelque chose de surnaturel me tourmentait, mais je ne pouvais pas me résoudre à quitter cet endroit avant d'avoir compris ce qui se passait. Alors que l'obscurité emplissait la chambre, je me suis assise sur le lit, le cœur battant fort, l'esprit agité. Je n'avais pas l'intention de regarder dans le miroir, mais mes yeux, comme attirés par une force invisible, se sont tournés vers lui. Et là, je l'ai vue. Elle était de nouveau là, exactement comme la nuit précédente. La silhouette pâle, les cheveux en désordre, les yeux vides, me fixant d'un regard glacial. Cette fois, je n'ai pas détourné les yeux. Le silence était assourdissant, et une tension palpable s'était installée dans la pièce. Je pouvais entendre ma propre respiration saccadée, mais les bruits de l'hôtel semblaient avoir disparu, comme si le temps s'était arrêté. La femme dans le miroir ne bougeait pas, mais je sentais son regard se plonger en moi, m'envahir, me transpercer. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler, bien que je sache que cela n'aurait probablement aucun sens. « Que veux-tu de moi » ai-je murmuré, presque sans voix, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai eu une vision. C'était comme si l'air autour de moi se déformait et se remplissait d'images du passé. Je voyais des scènes floues, une chambre plongée dans l'obscurité, une silhouette d'homme, et une femme, un cri étouffé, une lutte silencieuse. Puis, un bruit sourd, comme un corps tombant sur le sol. Les visions étaient floues, confuses, mais la douleur et la terreur qu'elles contenaient étaient palpables. Quand je suis revenu à la réalité, la femme dans le miroir avait disparu, mais une sensation de froideur extrême envahissait la pièce, un frisson qui m'a parcouru de la tête aux pieds. Le temps semblait suspendu. Les murs, eux, semblaient chuchoter, comme si l'hôtel lui-même avait été témoin de cette tragédie. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Quelque chose me poussait à enquêter davantage, à comprendre ce que l'esprit de cette femme voulait vraiment. Mais je savais aussi que chaque réponse me rapprochait de la vérité, une vérité terrifiante. Cette nuit-là, le sentiment d'urgence était presque insupportable. Je n'avais plus le choix. Je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se cachait derrière cette femme, derrière cette présence qui me hantait depuis mon arrivée. J'ai décidé de retourner dans la vieille bibliothèque de l'hôtel, un endroit que j'avais à peine remarqué lors de mon arrivée. Il y avait là des livres poussiéreux, des journaux anciens et des photographies jaunies qui semblaient dater de plusieurs décennies. Je me suis installé à une table, allumant une lampe de poche pour mieux voir, mes mains tremblant légèrement alors que je fouillais les étagères à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer les événements. En parcourant les archives, j'ai trouvé un vieux journal datant des années 1920. Il semblait appartenir à un ancien propriétaire de l'hôtel. Les pages étaient fragiles, presque en lambeaux, mais l'écriture était encore lisible. À mesure que je tournais les pages, je suis tombé sur un article qui m'a glacé. 1925, le meurtre d'Elena Vasseur, une jeune femme assassinée dans sa chambre, chambre 304. Les autorités n'ont jamais trouvé son assassin. Des témoins ont rapporté des bruits étranges provenant de cette chambre, et plusieurs employés affirment avoir vu une silhouette errant la nuit. Le nom m'a frappé. Elena Vasseur. C'était elle, la femme dans le miroir. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Devais-je quitter l'hôtel et fuir cette malédiction? Ou devais-je confronter cette entité, cette âme tourmentée qui cherchait justice depuis si longtemps? Je me suis senti pris au piège. Elena ne voulait pas simplement être vue, elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Peut-être qu'elle ne me voulait pas de mal, mais elle cherchait des réponses que l'hôtel et ses anciens occupants avaient volontairement cachées. J'ai compris, au fond de moi, que pour qu'Elena trouve la paix,
je devais trouver la vérité derrière sa mort. Mais à chaque minute qui passait, je ressentais de plus en plus une pression, comme si l'atmosphère autour de moi se resserrait. Je savais que l'heure était venue. Elena m'avait choisi, et je ne pouvais plus reculer.